Bonsoir. En ce qui me concerne, j'aurai une intervention d'une vingtaine de minutes. Donc, je suis philosophe. Quand on m'a proposé de travailler sur le thème suivant, la liberté d'aller de la personne âgée, je dois avouer que je n'avais pas du tout remarqué l'ampleur de la problématique, puisque effectivement, c'est une épineuse affirmative. Qu'est-ce que la liberté d'aller ? Qu'est-ce qu'une personne âgée ? Ça pose énormément de questions. Ce sont aussi des concepts qui sont finalement assez subjectifs. On va tous apporter une définition possible, on a des représentations. Et à la fois, ce sont aussi des concepts qui trouvent des définitions spécifiques ou plutôt spécifiées pour nous permettre d'avoir un cadre commun pour réfléchir sur ça. Alors, je commencerai par une citation du romancier Alphonse Karr qui nous dit qu'il ne faut pas finalement attribuer à la vieillesse tous les défauts des vieillards. Et c'est vrai qu'on a peut-être facilement cette tentation. S'il y a en tout cas un défaut premier ou quelque chose qui peut très rapidement heurter, interpeller, c'est peut-être l'anomalie, la faille qu'il y a chez la personne âgée, donc personne âgée considérons d'un âge avancé, à être fragile. On a parlé effectivement de la fragilité, on a aussi parlé de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est finalement la condition de tout un chacun et nous sommes tous potentiellement fragilisables. La personne âgée, elle, est déjà dans la fragilité, que l'on peut remarquer, que l'on peut observer, constater. Il y a plusieurs phénomènes qu'on va pouvoir essayer d'aborder. Donc la problématique qui sera la mienne aujourd'hui, c'est de savoir finalement entre un rappel à la fois intérieur, du corps, de l'esprit, et en même temps une imputation extérieure, sociale, de la fragilité. Eh bien, comment peut-on penser la liberté d'aller de la personne âgée ? Alors finalement, on remarquera aussi assez rapidement que très facilement, la vieillesse nous est imputée avant même qu'elle soit vécue. C'est-à-dire que souvent, on vous considère, on vous juge vieux avant même que vous vous sentiez vieux. Et finalement, ce décalage au niveau de l'âge. Je commencerai avec Serge Guérin, qui est un sociologue et qui a travaillé un petit peu sur les représentations de l'âge. Et il s'intéresse justement à qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une personne est âgée ou non. Donc oui, il y a le constat physiologique, effectivement, vous pouvez observer une fragilité. Mais il y a aussi le contexte social. Il n'y a qu'à regarder l'évolution. En 1900, l'âge moyen de décès, c'était 49 ans. Aujourd'hui, on est autour de 82. Donc nécessairement, quand on était considéré vieux à l'époque, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Donc déjà, ça bouge. On regarde aussi en fonction des cultures et des pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le temps présent, actuellement, la moyenne d'âge, c'est 82 ans en France, 72 en Chine et toujours 49 au Nigeria. Donc la vieillesse, forcément, n'est pas la même. Donc il y a comme ça, autour de ça, énormément de représentations. Et l'âge va évoluer, avancer. Et il y a aussi la société qui rappelle avec quelque chose de très symbolique, la retraite, qu'effectivement, il y a l'entrée dans le troisième âge. Donc on essaiera de s'interroger un petit peu sur la représentation de la retraite qui est quand même assez forte. Et donc la retraite, c'est 62 ans. L'Organisation mondiale de la santé considère, elle, qu'une personne âgée l'est à partir de 60 ans. Donc c'est quand même assez interrogeant. Alors je rassure tout le monde, quoi qu'il en soit, on est toujours le vieux de quelqu'un. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, Victor Hugo disait, quand vous avez la quarantaine, vous êtes finalement le vieux des jeunes, et quand vous avez 50 ans, vous êtes le jeune des vieux. Donc finalement, on s'y retrouve toujours. Donc on voit qu'il y a un vrai imaginaire à ce niveau-là, c'est qu'on a aussi besoin de catégoriser entre le vieux, le très vieux et le très très vieux. Eh bien, dans la littérature, dès le XXe siècle, on a commencé justement à segmenter ça avec, on appelle ça donc soit les young old, donc c'est entre 65 et 75 ans, les old old, 75-85 et les oldest old, alors là plus de 85. Donc on a toujours eu besoin de répertorier tout cela. Et Serge Guérin, qui est sociologue, dit finalement on pourrait aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, remarquer 4 types donc de personnes âgées. Vous avez la première catégorie qui est celle des seniors traditionnels. La deuxième qui est celle des seniors fragilisés. Donc je perçois une certaine fragilité, soit physique, soit psychique, soit sociale, économique. Vous avez enfin les boomers bohèmes. C'est, vous savez, ces personnes qui ne veulent pas vieillir, coûte que coûte, qui ont encore envie d'être jeunes, qui veulent pas que le temps leur échappe. Et enfin, les boomers fragiles. Donc c'est ceux qui ressentent vraiment la fragilité du temps qui les a affectés, mais qui néanmoins veulent continuer à rester acteurs de leur vie. Donc on voit qu'il y a vraiment cette volonté de catégoriser.
Mais on sait aussi qu'il demeure toujours une chose, une représentation. On a beau dire qu'il y a des catégories. Quand on dit personne âgée, la première chose qui nous vient, c'est quand même cette idée de décroissance. Et justement, Pythagore disait à l'époque, le jeune va vers la croissance alors que le vieux ou la personne âgée passe son temps à décroître. Donc il y a vraiment cette idée qui est très forte, avec justement des mots très forts. Hein. Vieillesse, vieillard, vieux, on est toujours sur cette absence de dynamique possible. Donc vous comprendrez qu'absence de dynamique va beaucoup jouer sur la conception dont on peut penser la liberté d'aller pour une personne âgée. Si finalement on n'est que dans ces représentations de vieillesse, d'incapacité, d'inaptitude, c'est forcément très fort en termes de sens. Donc la retraite aussi, c'est quelque chose qui est très fort. Quand on regarde un petit peu l'histoire, il est intéressant de voir que la retraite, eh bien, à l'époque des monarques et des nobles, pendant l'Ancien Régime, quand on mettait en retraite quelqu'un, qui avait déjà un état de fragilité physique qu'on pouvait remarquer. Donc il devenait inapte au travail. Ensuite, au 19e, en Angleterre, ou au 20e, en France, on a mis aussi la retraite qui a toujours été liée à cette forme de vieillesse que je perçois et de fragilité, d'état physique. C'était donc finalement corréler le fait qu'il y a une inaptitude, une inutilité sociale possible aussi, mais aussi une inaptitude. Donc quelque chose de vraiment palpable et rendu visible par cet âge avancé qui vous met peut-être hors d'un certain cadre social. Donc, on voit qu'il y a un contexte assez important et que, de fait, la liberté d'aller va être largement repensée par rapport à tout cela. Si je prends 3 images de la vieillesse, qu'on a forcément tous en partage, il y en a une de positive, qui est celle, effectivement, quand on avance dans l'âge, on gagne en sagesse. Donc on devient un expert. On a finalement cette image-là de la sagesse qui fait que la personne âgée va être, dans ce cas-là, vraiment respectée. Deuxième image, c'est celle de la vulnérabilité, fragilité physique, effectivement. Hein. On remarque, alors si on prend une image qui parle, le premier cas de l'expert, ce serait le druide dans Astérix et Obélix. Vous voyez cette image, on va le voir. La vulnérabilité, donc fragilité physique, et aussi la déficience mentale. Et donc, ces 2 dernières images peuvent être symbolisées dans un autre personnage d'Astérix et Obélix qui s'appelle H-Canonix, quand même assez fort. H-Canonix qui souffre, lui, de carence physique, mais aussi mentale. Il a toujours quelques problèmes, il veut toujours se battre, enfin, il est un petit peu bizarre. Donc, on a ces 3 images-là. On remarquera aussi assez rapidement dans la société que de toute façon, l'image de l'expert est assez rapidement balayée à partir du moment où une certaine démence ou déficience intellectuelle prend le pas. Je prends l'image toute simple d'un homme politique tel que Jacques Chirac, qui a été longtemps respecté, et on voit aujourd'hui effectivement que dès que la déficience est là, le rapport à la liberté va être ensuite mis en cause. Donc, personne âgée, liberté d'aller. Il fallait absolument que j'éclaire un petit peu les problématiques parce que très compliqué de faire un maillage entre les deux. La liberté d'aller. La liberté d'aller, c'est quelque chose qu'on a tous en partage. En tout cas, la possibilité... Alors, champ extensible, on va le voir, parce que le mot « aller » est peut-être un des verbes qui recouvre le plus de définitions possibles. Aller, vous trouvez donc avec l'héritage latin, l'étymologie, ça veut dire « j'irai »,« je marche »,« je vais ». Donc il y a toute cette dynamique qui est déjà assez différente. Aller, c'est aussi demander à quelqu'un quel est son état, comment allez-vous. S'en aller, il y a beaucoup de choses comme ça autour de ça. Donc la liberté d'aller, c'est originairement la liberté de pouvoir se déplacer, s'orienter dans l'espace. Voilà. On reviendra aussi sur cette notion d'espace qui est souvent affiliée effectivement à l'endroit dans lequel on est. Or l'espace porte en lui aussi cette tension de la durée. Quand vous demeurez dans un espace, vous êtes en train de durer dans l'endroit où vous demeurez. Donc il y a toujours un lien entre rapport à l'espace et au temps. Donc la liberté d'aller, elle désigne, la liberté tout simplement, ce qui n'est pas soumis à une contrainte. Donc déjà, on va voir que c'est quelque chose d'assez compliqué puisqu'on est tous plus ou moins soumis à des contraintes d'une manière générale dans la vie. Donc on va pouvoir effectivement exercer cette liberté d'aller, mais elle va toujours être encadrée par la société. Alors la liberté d'aller, elle est encadrée, alors déjà elle a été reconnue dès 1789 et même avant, et en 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a justement soutenu que la liberté d'aller et venir était quelque chose de très important et qu'il fallait le reconnaître, et elle a été d'un côté reconnue, mais elle a été aussi de l'autre côté contrariée. Tout le monde n'est pas forcément sujet à voir respecter cette liberté d'aller et venir.
Je pense notamment aux personnes, alors ça je ne suis pas forcément calée en droit, mais je me suis renseignée et les personnes justement qui n'ont pas de papier peuvent se voir justement pas reconnues à ce niveau-là dans cette liberté d'aller. Et une autre donnée, ce sont les mineurs. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça veut dire que l'âge est problématique. Et vu que mon sujet, c'est quand même la liberté d'aller de la personne âgée, ça signifie que, on pourrait s'interroger sur ça. À savoir qu'en philosophie, si on fait une petite analogie, l'état de minorité, minorité, c'est finalement un état dans lequel la personne n'est pas autonome. L'état de majorité, c'est accéder à cette autonomie. Donc on va essayer de démêler tout ça et de s'interroger un petit peu sur ce qu'on pourrait essayer de tisser. Donc la question qui sera la mienne, premièrement, c'est de savoir comment penser la liberté d'aller d'une personne âgée, fragilisée mentalement. Pas physiquement, mentalement, parce qu'il y a quand même deux points différents. Mentalement, c'est le premier point que je prends parce que la liberté d'aller, quand j'ai commencé à regarder ce sujet, j'ai tapé sur Internet et alors là, j'ai tout trouvé. Effectivement, ce thème est vraiment affilié au domaine médical, notamment en ce qui concerne la psychiatrie, également en ce qui concerne la gériatrie, avec les EHPAD, différentes unités de soins, d'unités d'hébergement, contrôlées, ou je ne sais plus exactement quelle est la formule, où effectivement, il y a ces problématiques de savoir comment prendre en charge des individus qui ont des déficiences et qui peuvent potentiellement être dangereux pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Avec justement cette étude entre doit-on respecter la liberté d'aller, jusqu'où et dans quelle mesure, doit-on aussi préserver la sécurité de l'individu et des autres. Alors, la question que ça pose, c'est finalement de savoir, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est troublant de voir qu'on utilise ce genre de choses pour faire en sorte que les gens n'aillent pas forcément à cet endroit. Déjà, il y a deux types de comportements possibles. Il y a ceux qui vont s'égarer par mégarde. Il y a ceux qui vont sortir de l'établissement par mégarde, donc sans l'avoir vraiment voulu. Donc ils vont jouir d'une liberté d'aller qui n'est pas vraiment éclairée. C'est-à-dire liberté d'aller au sens impulsif, au sens primaire. Vous réagissez à une situation qui est là sans y réfléchir. Voilà, vous vous égarez. Donc ça, on pourrait l'affilier, prendre un exemple, à une liberté, donc on appelle liberté d'aller négative, on pourra dire, c'est la liberté d'indifférence, que le complexe de Buridan éclaire beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez le complexe de Buridan, c'est justement l'histoire, Buridan raconte l'histoire d'un âne qui, face à une situation où il a dû son avoine et de l'autre côté de l'eau, ne parvient pas à se décider et en finit par mourir. Voilà. Et du coup, c'est intéressant de dire qu'effectivement, cette liberté d'aller là, parce que quand on est dans ce débat de se dire qu'est-ce qu'on fait, il y en a qui sortent, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, comment penser la liberté d'aller de la personne âgée qui a une déficience mentale, eh bien, effectivement, on peut se dire que si elle répond à cette liberté d'aller là, indifférente, alors dans ce cas, on peut essayer de se dire que ce genre de processus pourra être repensé en se disant que ça pourrait être moins outrageant que si la personne fait une vraie demande, même en étant déficiente, c'est-à-dire éclaire sa demande, en disant pas tant « je veux sortir » que « je veux aller quelque part ». C'est déjà une dynamique différente. Vouloir sortir d'un endroit, c'est pas vouloir se rendre ailleurs, pas nécessairement. Vous pouvez avoir une personne qui a une déficience et qui va vous dire « je veux sortir pour aller dans mon ancienne maison ou pour aller quelque part ». Donc là, on est déjà dans une démarche où la liberté d'aller est davantage éclairée. Et donc ça va poser finalement cette question de se dire quelle est la liberté d'aller qui est exprimée par une personne qui vous dit « je veux aller à cet endroit ». Hegel disait « la liberté n'est pas donnée, la liberté elle se conquiert ». Et la liberté elle s'exprime comment ? Elle s'exprime très simplement par le pouvoir de la négation, le pouvoir de dire non à quelque chose que vous ne supportez pas. C'est quelqu'un qui est déjà en train de dire non à quelque chose et déjà en train d'exprimer une certaine forme de liberté. Et aussi un besoin de reconnaissance. Donc il est dans la relation. Parce que dire non à quelqu'un, c'est finalement attendre de l'autre qu'il puisse reconnaître ce que je suis en train de lui dire. Donc il y a finalement dans cette liberté d'aller ces deux pendants qu'on peut essayer d'analyser. Alors, bien sûr, on peut se dire c'est des problématiques qui restent encore faibles, est-ce qu'on va vraiment se les poser ? Clairement, sans être pessimiste, quand on voit aujourd'hui qu'il y a 35 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, que d'ici 20 ans, il y en aura 66 millions et qu'en 2050, il y a environ 115 millions de personnes, on se dit que c'est quand même une problématique qui risque potentiellement de se poser.
Alors, à l'inverse, il ne faut pas faire de la déficience mentale l'apanage justement de la personne âgée. Toute personne âgée ne souffre pas de déficience mentale, évidemment. D'ailleurs, la dépendance, on la retrouve qu'à l'âge de 79 ans chez un homme et 83 chez une femme. Donc c'est quand même assez tard, finalement. Alors même qu'on pourrait reconnaître la personne âgée à partir de 60 ou 62 ans. Alors, une deuxième problématique qui se pose, c'est quelle est la liberté d'aller, dans ce cas, d'une personne âgée, fragilisée physiquement. Donc, pas de problème mental, mais un problème physique. Alors, là où ça peut être intéressant, c'est de se dire, on a toujours, de toute façon, d'une manière générale, beaucoup moins de soucis. En tout cas, je pense que c'est beaucoup moins interpellant, une déficience physique qu'une déficience mentale. Parce que la déficience physique n'empêche pas la discussion, la relation, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est vrai que ça peut nous mettre dans une situation plus compliquée. Et une des problématiques qui est intéressante, c'est se demander finalement, sous l'occupation physique, quelle est la liberté d'aller d'une personne qui ne peut pas œuvrer comme elle le souhaiterait, et qui est donc sous cette occupation-là. J'essaye de faire un parallèle avec la philosophie de Sartre, qui a dit des choses magnifiques sur la liberté, en disant que nous sommes tous condamnés à être libres, même si nous sommes physiquement dans une situation où on a le sentiment qu'on ne peut pas choisir. Eh bien, il dit si, parce que même si on ne peut pas choisir physiquement, on a toujours cette possibilité psychique de s'évader autrement. Et il va très loin dans ce propos, puisqu'il ira jusqu'à dire qu'on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande. Parce que c'était une façon de dire, dans un état d'occupation et d'oppression tel, vous allez déployer une force inouïe à essayer de vous évader psychiquement. Ce que finalement, des gens bien portants passent peut-être probablement très peu de temps à faire, assaillis que nous sommes par la vie quotidienne. Donc, il s'interroge sur ça, il y a peut-être une dynamique assez intéressante à voir. Donc on voit qu'on est toujours sur la dynamique de l'occupation, de la contrainte. Et tout ça me permet de rebondir avec un autre auteur philosophe qui s'appelle Yankelevitch et qui nous dit « La vieillesse, finalement, c'est le mode d'être fatigant, c'est la fatigue ». La vieillesse, c'est cet état dans lequel on arrive où il y a une forme d'irréparabilité de la fatigue. On peut être fatigué à certains moments de sa vie, mais on sait que cette fatigue va se réparer. Quand on arrive à un certain âge, on a conscience que cette fatigue va demeurer, s'installer et continuer. Donc il y a une forme peut-être de pessimisme dans tout ça, mais il nuance un peu en disant, ce qui est assez intéressant, c'est de penser que la vieillesse, effectivement, elle donne des signaux de la finitude, mais de penser qu'il n'y a que la vieillesse qui en donne, c'est complètement faux. Il cite d'ailleurs Montaigne qui dit « dès qu'on est là à la naissance, on est né pour mourir et pour vivre ». Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça rejoint une thèse assez fataliste qui est de dire « ah, la vieillesse, c'est une fatalité ». Mais en fait, c'est pas du tout une fatalité parce que, sans être désagréable, nous sommes pas du tout sûrs de vieillir. Si on est sûr de mourir, on n'est absolument pas sûr de vieillir. Donc ça n'est pas une fatalité, la vieillesse. Ça, c'est une évidence. Et ça permet du coup de porter un autre regard sur cette situation. De se dire que ceux qui vivent cela, déjà, je ne suis pas sûre de pouvoir le vivre, donc j'ai peut-être des choses à en apprendre. Alors, tout ça est très bien imagé par un dessin de Philippe Geluck, qui est assez marrant, qui fait des dessins avec le chat. Et il fait un chat où il montre justement, d'un côté il y a une bulle, et il nous dit « les vieux ont cet avantage qu'ils sont au moins certains d'avoir été jeunes. Par contre, aucun jeune n'est certain de devenir un jour vieux. » Voilà, je trouve que c'était assez intéressant de s'intéresser à ça. Et on peut se demander aussi si finalement on ne craint pas la vieillesse parce qu'on a peur de ne pas l'atteindre. Enfin, ça pourrait être un pied de nez aussi, s'intéresser en se demandant est-ce que c'est pas ça finalement qui nous fait craindre ou supputer que la liberté d'aller est potentiellement altérée chez la personne âgée. Alors, pour essayer de penser une liberté d'aller de la personne âgée, parce que c'est vrai que c'est quand même pas facile, je me suis appuyée sur deux choses et je me suis inspirée de Montaigne, qui a fait un très bel écrit sur la vieillesse et qui nous dit eh bien, il y a deux forces de la vieillesse. La première, c'est la conscience du temps. Il y a une conscience du temps inouïe. La personne âgée, elle va justement pouvoir s'adonner au loisir. Et c'est quelque chose de très fort. Il dit justement s'adonner au loisir, c'est s'adonner à un rapport au temps qui est différent. Et c'est déjà du coup expérimenter une liberté d'aller, d'œuvrer, on peut le prendre au sens large, qui va être complètement différente. Il se dit, la différence, c'est que la personne jeune, elle s'interroge sur ce qu'elle va faire plus tard. La personne âgée, elle s'interroge plus sur le présent. Parce qu'elle est dans ça. Alors, la liberté d'aller de la personne âgée, elle peut s'exprimer de deux façons.
vous avez des gens qui vont être plutôt stoïciens, disons. C'est-à-dire qu'ils vont occuper leur temps en s'impliquant encore civilement, en allant occuper leur temps dans des associations, en participant à la vie de la cité. Donc il y a vraiment cette implication sociale. Vous avez d'autres personnes qui vont choisir, et qui vont être libres de ça, choisir plutôt de se retirer de la société. C'est une position plus épicurienne, d'en retirer un plaisir plus personnel, d'être en retrait. L'essentiel étant potentiellement de faire un ping-pong entre les deux et de ne pas être trop dans l'excès, au risque de tomber dans une forme de cynisme total et de se retirer complètement de la société, des normes et des lois, et de finir dans un isolement radical, puisque la personne âgée est certes isolée, mais il y a aussi potentiellement une responsabilité de cet isolement, avec justement le fait de ne pas forcément se rendre impliquer des réseaux, voilà, rentrer dans des réseaux, essayer de rencontrer du monde et toutes ces choses-là. Donc voilà, on peut se poser la question de savoir quelle est la liberté de la personne et de voir dans quelle mesure elle peut s'exprimer. Alors pour Montaigne, il nous dit que lui justement, il a pris le temps. Il a pris le temps de voyager. Il a pris le temps de faire beaucoup de choses. Il a toujours été impliqué dans la cité, mais il a pris le temps vraiment de profiter de lui. Et ce qui l'amène à dire qu'il y a cette conscience du temps qui l'amène à vivre dans le présent, mais il y a aussi une deuxième conscience, c'est cette conscience du corps. Il a lui-même été très malade. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Essai, qui s'appelle De l'expérience. C'est assez intéressant de voir qu'en tout cas, cette maladie l'a enrichi. Et il explique comment ce plus qu'il a eu, en fait, c'est déjà donc cette conscience du temps présent, d'arrêter de courir partout, et aussi de réussir, et c'est tellement contemporain. Il dit finalement, ce que m'a apporté en tout cas cette fatigue ressentie, corporelle, physique, c'est la conscience de mon corps, et finalement être capable de réunir corps et esprit. Et de lutter contre cette hypertrophie de l'ego qu'il pointait déjà du doigt, et dont nous sommes clairement aujourd'hui les acteurs et sujets, avec effectivement une société qui est de plus en plus sur un contrôle de l'esprit, où effectivement André Le Breton, qui a fait de très belles recherches sur le corps, nous dit qu'on est dans une société où le corps ne doit pas faire beaucoup de bruit, on n'a pas envie de l'entendre. Et donc là, on est vraiment sur tout l'inverse. Et du coup, ça interroge un petit peu sur ce rapport-là, une façon de se dire si finalement la vieillesse n'est pas cette liberté d'aller non pas gambader quelque part, mais d'aller vers soi. C'est déjà pas mal, d'essayer de cheminer un peu plus vers ce que l'on est, de prendre le temps de se connaître, de se rapprocher de soi, en vivant un rapport au temps qui est plus sain et peut-être aussi moins angoissant. Il y a aussi ce paradoxe. On pourrait en discuter et ne pas s'arrêter parce que c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Alors c'est vrai que voilà, j'avais envie de terminer en me disant essaye de trouver quelque chose de très objectif, de très réaliste, de très concret. J'ai beau être philosophe, j'essaye, mais je terminerai en me disant que voilà, la liberté d'aller de la personne âgée, c'est peut-être ce qu'elle a de plus, c'est cette possibilité d'aller vers elle-même. Et même si c'est idéaliste, je me dis au fond que dans une société hyper réaliste comme la nôtre qui se permet de produire ses propres idéaux, eh bien on peut peut-être se permettre ceci. Oui, bonsoir. Je voudrais apporter un témoignage à la jeune philosophe qui a terminé le discours pour dire qu'elle avait tout vrai. En effet, je suis dans la catégorie old. Je suis un boomer. Alors, il y a deux catégories de boomers. Je ne sais pas dans laquelle, il faudra que je vous redemande, mais dans la seconde, je n'ai pas pu noter. Et effectivement, je peux vous garantir que la vieillesse est réellement la faculté et le mode fatigant d'être. Ça a été dit ce matin. Quand je me réveille, je sais que je vis parce que j'ai mal. C'est tout à fait ça. Et maintenant, étant stoïcien, je me suis impliqué dans le social de la vie, donc vous avez encore une fois raison. Et j'ai la grande chance de pouvoir avoir la liberté d'être vers moi, parce que quand j'étais jeune, c'était Pythagore, je crois, qui avait dit se connaître, connaissez-vous, vous deviendrez l'égal des dieux, et maintenant que je vais peut-être arriver vers un dieu, j'essaye de l'aborder en étant égal devant lui, devant la mort. Je voulais vous féliciter. Votre discours était tout à fait vrai. Merci encore.